vous avez déjà abordé cette année des situations de marché en concurrence parfaite. Dans ces situations, le marché permet d'allouer au mieux les ressources. Cependant, dans la réalité, les situations de concurrence ne sont pas toujours telles que vous avez pu les découvrir dans le modèle de concurrence parfaite. Vous avez déjà pu aborder notamment des situations de concurrence où celle-ci est qualifiée d'imparfaite. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à d'autres situations de marché où celui-ci se révèle défaillant. Mais qu'appelle-t-on les défaillances du marché ? Les défaillances du marché désignent des situations où le marché ne permet pas d'atteindre la meilleure répartition possible des ressources. C'est le cas d'un certain nombre de situations que nous allons parcourir, et la première d'entre elles est celle des externalités. Il s'agit des conséquences positives ou négatives des activités sur le bien-être collectif, mais qui ne sont pas prises en compte par le marché. Un cas important d'externalité négative est celui de la pollution. Un rapport publié en 2019 par l'UNICEF mettait l'accent sur les effets délétères des conséquences de la pollution sur la santé des enfants. Au même moment, l'ONU Environnement publiait son 6e rapport qui faisait un état très alarmiste de la situation. 6 à 7 millions de morts prématurées dues à la pollution, un épisode majeur d'extinction des espèces, une pollution sans précédent des mers par les déchets plastiques. Si la pollution peut être d'origine naturelle, elle a aujourd'hui essentiellement pour origine des activités humaines, notamment l'émission de gaz polluants et de dioxyde de carbone ou CO2. Cette pollution entraîne aujourd'hui une hausse de la température moyenne du globe à cause des gaz à effet de serre. Parmi ces gaz polluants, nous allons nous intéresser à un particulier qui est l'oxyde d'azote, qui est un gaz très irritant qui réduit le pouvoir d'oxygénation du sang. Ce gaz, en fait, on peut le voir au-dessus des grandes villes parce qu'il devient brunâtre au contact de l'air. Les principales activités émettrices de cet oxyde d'azote sont les transports routiers, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-contre. Le transport routier étant en rouge dans ce graphique. Prenons le cas d'une entreprise de transport routier par camion à moteur thermique. Cette entreprise et son activité de transport émettent des gaz polluants de type oxyde d'azote, mais aussi des gaz à effet de serre. Les effets sur la qualité de l'air que nous respirons sont très négatifs. Ils ne sont cependant pas pris en compte dans le prix de ce transport, sauf cas d'une intervention des pouvoirs publics, comme nous le verrons dans la dernière capsule. Ces externalités négatives ne sont pas prises en compte quand le producteur fait son calcul pour produire les quantités qui vont maximiser son profit. En effet, rappelons quel est le calcul du producteur lorsqu'il maximise son profit. Il compare son coût total. Ici, on peut le résumer entre, par exemple, le coût fixe du camion, le coût variable du chauffeur et du carburant, par exemple, et la recette totale, qui est égale au prix du transport multiplié par les quantités produites. Ces deux coûts sont des coûts privés. Or, la pollution qui affecte notre santé affecte le bien-être collectif. Et cette pollution n'est pas prise en compte par les mécanismes de marché. L'allocation des ressources, dans ce cas-là, n'est pas optimale, car elle ne permet pas la meilleure allocation possible des ressources. Il y a bien une défaillance du marché. Le tableau suivant présente un bilan des externalités et des prélèvements pour le transport des marchandises, notamment le transport des poids lourds, le transport fluvial et le transport par chemin de fer. Les coûts marginaux externes sont ceux qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du producteur. Il y a aussi des coûts marginaux qui sont liés aux infrastructures. Lorsque l'on additionne dans ce tableau ces coûts marginaux externes et les coûts marginaux des infrastructures, on s'aperçoit qu'ils sont d'un montant supérieur au coût marginal privé du producteur. La prise en compte de ce coût marginal externe modifierait donc le calcul de notre producteur et le conduirait à produire des quantités plus faibles. Nous allons maintenant voir ce qu'il en est graphiquement. Pour rappel, la courbe d'offre du marché est constituée par la courbe de coût marginal qui est au-dessus du coût moyen.
La courbe d'offre, qui prend en compte les externalités et donc le coût marginal social, s'écarte de la courbe d'offre de coût marginal privé au fur et à mesure que les quantités produites sont de plus en plus importantes. Le nouvel équilibre du marché se situe au point d'intersection entre la demande et la nouvelle droite d'offre du coût marginal social. Elle détermine un prix d'équilibre qui est un prix optimal, qui est au-dessus du prix de marché. Elle permet de déterminer aussi les quantités échangées sur ce marché, qui sont maintenant des quantités optimales et qui sont inférieures aux quantités de marché. Nous obtenons donc, en présence d'externalités négatives, un nouvel équilibre avec un prix d'échange plus élevé et des quantités optimales plus faibles. Dans ce cas, le marché est bien défaillant puisqu'il n'a pas conduit à l'allocation la meilleure possible des ressources. Qu'en est-il de l'impact des externalités sur le bien-être de la société ? Les externalités réduisent notre bien-être, graphiquement ici, du triangle rosé que vous pouvez apercevoir. C'est la surface qui est comprise entre la courbe d'offre du coût marginal social et la courbe de demande pour les quantités que le marché produit au-delà de ce qu'est la quantité optimale. Mais les externalités ne sont pas toutes négatives, il y a aussi des externalités positives. L'exemple classique choisi en économie est souvent celui de la pollinisation des abeilles. Cette activité est en effet essentielle et nécessaire pour produire des fruits, et cependant, elle n'est pas prise en compte par les acteurs économiques. Le bénéfice social est pourtant supérieur au bénéfice privé du seul apiculteur. C'est aussi par exemple le cas de l'éducation. En effet, l'éducation est porteuse d'un bénéfice privé. En effet, avoir un diplôme permet notamment une meilleure place dans le monde du travail. Mais l'éducation apporte aussi un bénéfice collectif. Par exemple, des décisions collectives citoyennes mieux éclairées avec des citoyens mieux éduqués, voire des citoyens plus productifs. Le bénéfice marginal privé est cependant inférieur au bénéfice marginal social. Graphiquement, comment cela se traduit-il ? Sur le marché, la nouvelle courbe de demande qui intègre le bénéfice social est au-dessus de la courbe de demande exprimant le bénéfice privé, puisqu'elle intègre les effets externes positifs que l'on va appeler aussi le bénéfice marginal social. Au plus le nombre d'années d'éducation augmente, par exemple, au plus cette droite s'éloignera de la droite de demande privée. Le marché est ici défaillant car les quantités produites par le marché sont inférieures aux quantités qui seraient optimales pour allouer au mieux les ressources. Il y a ici à nouveau une perte de bien-être qui est représentée par la surface rosée sur ce graphique. Cette perte de bien-être totale est la surface qui correspond à celle qui est en dessous de la nouvelle droite de demande et au-dessus de l'offre pour toutes les quantités qui n'ont pas été produites par les mécanismes de marché. Lorsque les effets externes sont négatifs, le marché conduit à un équilibre qui va au-delà des quantités optimales de production et de consommation pour un prix inférieur au prix optimal, c'est-à-dire celui qui permettrait la meilleure allocation possible des ressources. Lorsque les effets externes sont positifs, par contre, le marché conduit à un équilibre qui est en deçà des quantités optimales de production et de consommation, pour un prix qui est inférieur au prix optimal, c'est-à-dire celui qui permettrait la meilleure allocation possible des ressources.